Le temps est venu pour Amertume de vous présenter sa chronique. Une date, un événement. Bonsoir Amertume. Bonsoir Fred, bonsoir Romain, bonsoir à tous. Comment ça va Amertume? Mais ça va bien, merci et vous? Et vous? Enfin vous, nous deux tu veux dire? Oui, oui. Ah oui, bon, parce que c'est toi. Hein, Oui, très bien, et toi? Voilà, rassure-moi. Alors Amertume, tu m'as Je vais proposé... très très bien, merci. Bon, tu m'as proposé lorsqu'on a lancé l'idée sur mon compte personnel, on a discuté en live de faire ce nouveau format d'émission. Tu étais intéressé pour présenter une chronique hebdomadaire qui s'appelle Une date, un événement. Et aujourd'hui, tu souhaites aborder quel sujet, quelle date et quel événement? C'est à toi. Alors, je souhaite vous emmener 60 ans en arrière, c'est-à-dire le 8 novembre 1960. Super, j'étais pas né, c'est tellement rare. Alors, cette date ça va vous parler, enfin, historiquement parlant, bien évidemment, c'est l'élection de John Fitzgerald Kennedy à la présidence américaine. Et donc, c'est l'élection des premières, c'est comme ça que je l'appelle. Ouais. Donc nous partons en 1960 et l'élection de John Fitzgerald Kennedy à la tête des États-Unis d'Amérique. Celui que nous appellerons JFK vient de devenir le 35e président des États-Unis face au représentant du Parti républicain et vice-président en poste, Richard Nixon. Cette élection est particulière car, comme je vous l'ai dit, c'est l'élection des premières et je vais vous expliciter pourquoi. Donc les Américains viennent d'élire le plus jeune président puisqu'il n'a que 43 ans. Alors je précise, président élu parce qu'il y a eu un précédent avec Theodore Roosevelt qui assura la fonction présidentielle à l'âge de 42 ans suite à l'assassinat du président William McKinley en 1901. Oui, on n'en entend pas souvent parler de lui. Hein, Jamais. Franchement, Donc il JFK n'a pas laissé de traces dans l'histoire. Hein. Pas plus que ça. Ses successeurs auront une empreinte un peu plus large sur l'histoire américaine, en effet. Et donc, les Américains découvrent le jeune sénateur démocrate du Massachusetts. Ça va être l'homme des tout premiers débats retransmis à la télévision. Donc il y aura 4 débats qui se dérouleront sur une période d'1 mois entre septembre et octobre 1960 et qui vont réunir des millions d'Américains. Et c'est aussi la première fois que les États d'Hawaï et d'Alaska vont participer à ce vote présidentiel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, c'était des territoires des États-Unis et ils viennent en 1959 d'obtenir le statut d'État américain. Donc JFK, que l'on présente comme le bon fils, le bon mari et le bon père de famille, sera également le premier catholique à accéder à la haute fonction présidentielle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les présidents sont en très très grosse majorité protestants. Donc, ce qui est intéressant sur cette élection, c'est de connaître les questions qui seront attachées à cette campagne électorale. Donc la première question, comme je viens de le dire, c'est la question de la religion. JFK est catholique. Et il a dû surmonter les inquiétudes face à un certain antichristianisme du peuple américain et combattre Nixon et ses partisans qui ont exploité ce fait. À l'époque, les États-Unis, tout du moins les politiciens américains, avaient peur que JFK puisse prendre des ordres venant du Vatican, ce qui n'était absolument pas l'état de fait aux États-Unis. Il y aura une seconde question primordiale au centre du débat, c'est la question de la guerre froide et des relations avec l'Union soviétique. Souvenez-vous qu'à l'époque, nous sommes au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Berlin est divisé en deux. La menace du communisme est clairement identifiée. Fidel Castro vient de prendre le pouvoir à Cuba et avait signifié à la fin de juillet 1960 son alignement politique sur l'URSS. JFK promet de faire face à la menace soviétique avec fermeté et diplomatie. On se souvient encore de l'épisode le plus dangereux de la seconde moitié du siècle, avec l'épisode de la baie des Cochons ou crise des missiles.
fonction de là où on se situe, en octobre 1962. Et la dernière question qui est vraiment... C'est vrai qu'il y a peu de gens qui le Oui. savent, mais on a frôlé la guerre atomique à l'époque. On a frôlé la guerre atomique, ça s'est joué à quelques jours. Vraiment, Oui, tout à fait. ça a été de la diplomatie à son meilleur, dans son meilleur rôle, j'ai envie de dire, ce que nous avons perdu un petit peu ces derniers temps. Et donc, oui, pour finir, il y a une troisième question qui est vraiment au centre des débats, et c'est vraiment une question de politique intérieure aux États-Unis, c'est celle des droits civiques. Et la volonté de John Fitzgerald Kennedy de mettre fin à la ségrégation, qui est toujours en vigueur dans le sud profond des États-Unis, malgré un arrêt de la Cour suprême en 1954, qui rend cette ségrégation anticonstitutionnelle. Donc, à ce titre, John Fitzgerald Kennedy obtiendra le soutien du pasteur le plus célèbre de la cause, en la personne de Martin Luther King. Ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, le frère de John Fitzgerald Kennedy, qu'on connaît du nom de Robert Kennedy, qui est procureur général, va interférer auprès du gouverneur de Géorgie pour faire libérer de prison Martin Luther King. Ce qui va accorder à JFK le soutien du pasteur et des minorités. Vraiment, ça a été un élément essentiel dans cette campagne électorale et dans les votes. Et on se souvient tous de cette image qu'on a tous en tête, c'est celle de la mort de JFK, parce que ça va être le plus jeune président américain à mourir en mandat. Dis-nous que tu vas nous apprendre la vérité réelle. Ah, je ne l'ai toujours pas, Parce qu'on Fred, sait toujours désolé. pas, en fait. Hein. Il y a tellement de théories sur la mort de JFK qu'on sait toujours pas, en fait, qui l'a vraiment tué. Non, c'est vrai qu'il y a eu énormément de pistes, théories les que plus ce simples soit aux plus de folles. communistes rattachés, ou même de la etc., CIA, hein. ou même de personnes intérieures au gouvernement, parce que c'est vrai que JFK, à l'époque, était quand même dérangeant. Voilà, par rapport au Sud profond, il voulait vraiment mettre fin à cette ségrégation qui était encore très actuelle, malgré, je précise quand même, malgré l'arrêt de la Cour suprême. Mais dis-moi si je me trompe, Amertume, oui. mais j'ai un souvenir qui me revient. Je suis pas un spécialiste de JFK et de l'histoire américaine, mais j'ai un souvenir où en fait il avait fait un discours quelques jours avant sa mort, avant son assassinat, où il disait en fait qu'il allait dénoncer des faits assez dramatiques de l'État profond. Je me trompe ou... Oui, parce que en fait, ce qu'il faut, alors, je vais essayer de pas trop digresser pour pas prendre trop de temps. Oui, bien Vraiment, sûr, ce j'ai qu'il bien faut compris. savoir, c'est que donc quand JFK prend le pouvoir en 1960, enfin pendant la campagne, on a eu un arrêt de la Cour suprême qui date de 1954. C'est-à-dire qu'une partie des États américains sont déjà contre la Constitution et contre les règles établies. C'est-à-dire que la ségrégation a toujours vraiment lieu. C'est pour ça d'ailleurs que Martin Luther King s'est retrouvé en prison parce qu'il est rentré dans un restaurant qui était interdit aux Noirs, mais il avait joué sur cet arrêt de la Cour suprême pour y rentrer et mettre fin à tout ça. Il s'est retrouvé en prison. Enfin, on avait vraiment des gouverneurs et des autorités qui étaient vraiment très racistes, il n'y a pas d'autre mot. Il y a fallu de grosses affaires, on l'a appelé le Summer Freedom. Je ne sais pas si ça parle à des gens. C'est l'histoire de 3 étudiants qui se sont fait, entre guillemets, arrêter, kidnappés, tout à fait, qui ont disparu des écrans radars et dont on a retrouvé les corps quelques semaines plus tard. Vraiment, ça a eu un écho particulier. Mais John Fitzgerald Kennedy a pris la suite. Il y avait déjà eu des lois qui avaient été tentées de faire. Le problème, c'est que l'État fédéral allait à l'encontre de la Cour suprême. Enfin bon, c'est un peu législatif, mais c'est pour ça que je veux pas trop digresser.
Quoi qu'il en soit, ce qui est très important de notifier sur le mandat de JFK, c'est il a initié, et son successeur Johnson a réussi à passer la loi de 1964, c'est le Civil Rights Act. Donc on pourrait traduire la loi sur les droits civils qui met vraiment fin à la discrimination sur la couleur, la religion. Voilà, c'est vraiment un acte fondamental, mais qui sera voté après le décès de Kennedy. Moi, ce que j'aimerais, enfin, sur le mandat de Kennedy, on peut aussi parler il a réussi à faire passer l'Equal Pay Act. Donc c'est vraiment en faveur des femmes et de l'égalité salariale. C'était une commission qui en référait directement au président, qui a été jusqu'à la présidente de cette commission, c'était Eleanor Roosevelt, jusqu'à sa mort en 1962. Et donc c'est une loi qui est passée en 1963. Après, Kennedy est aussi connu, voilà, pour son amitié avec Frank Sinatra, peut-être que ses quelques accointances avec la mafia, sa romance avec Marilyn Monroe, mine de rien, et sa fin tragique, télévisuée aussi, aux côtés de sa femme, où on a tous l'image en tête de Kennedy qui est assassiné en direct à la télé. Et je voudrais terminer ma chronique avec les mots de l'historien André Caspi, qui a écrit en 1993 à propos de la doctrine McNamara, ou riposte graduée en français, qui a été établie en 1962 suite à l'affaire de la crise de Cuba, la crise des missiles de 1962, et qui conditionnait et qui conditionne toujours la politique et les questions de résolution de conflits et de l'utilisation des armes nucléaires avec ces mots. Somme toute, la doctrine de la riposte graduée est un instrument de dialogue entre les deux super grands. Elle répond au désir profond et permanent de Kennedy d'introduire de la rationalité dans les relations entre les États-Unis et l'Union soviétique. Il faut éviter les erreurs de calcul qui provoquent des guerres, puisque la Troisième Guerre mondiale conduira à la destruction de la planète. Le devoir d'un super grand est de ne rien faire pour provoquer l'autre. C'est vraiment d'actualité. Tout à fait. Ouais. Et donc, j'ai l'espoir que le président nouvellement élu, Donald Trump, qui fait déjà preuve de vouloir discuter et faire preuve de diplomatie avec la Fédération de Russie, nous amènera à des... C'est pas un bâton-guerre. Exactement. Contrairement à Biden et aux progressistes des États-Unis, ou qui nous font croire que ce sont... Moi, Obama, qui a eu le prix Nobel de la paix, je m'en suis jamais remis. J'en dors toujours pas, d'ailleurs. Depuis, j'en dors pas. Merci à